L'énéagramme, tout simplement, vous le voyez, on va faire une lecture, par exemple, d'une relation au travail ou en famille. Donc, l'énéagramme nous permet, dans un deuxième temps, de mieux comprendre ce qui se joue, on va dire, chez l'autre, comprendre qu'il n'a pas choisi la manière dont le mental est structuré de son côté. Donc, l'énéagramme n'est pas un enfermement, on n'est pas un numéro, ça va simplement mettre en avant qu'est-ce qui risque de se produire, notamment quand on est sous stress. Si le mental porte un profil énéagramme, il porte également en lui ce que l'on peut appeler le triangle dramatique. En quelques mots, on pourrait dire que c'est un jeu psychologique inconscient qui est doublement dramatique. Dramatique parce qu'on n'est pas conscient qu'on le joue, et donc dramatique également parce que ça détruit les relations. Donc on va s'appuyer sur une position que pourrait prendre le 9, le 3 et le 5. Donc encore une fois, on n'est pas un numéro, et en soi, on n'est ni un sauveur, ni un persécuteur, ni une victime. Simplement, nos interactions avec la vie nous amènent à prendre parfois, sans qu'on s'en rende compte, encore une fois, une position soit de sauveur, soit de victime, soit de persécuteur. Le maître du jeu, c'est la victime, puisque la victime rencontrera toujours son sauveur, rencontrera toujours son persécuteur, et en soi, un sauveur et un persécuteur n'ont rien à faire ensemble. Donc la victime, c'est cette partie de nous, on pourrait dire, qui se plaint par rapport à certains événements et qui pense dans une certaine mesure que les choses ne peuvent pas changer. Sortir du triangle dramatique est un vrai travail, parce que derrière cette position préférée, parce que nous avons tous une position préférée, soit victime, soit sauveur, soit persécuteur, il y a, on pourrait dire, une facette de notre ego. C'est-à-dire reconnaître qu'on est dans une position de victime, c'est-à-dire cette sensation que rien ne peut changer, que finalement c'est comme ça, j'y arriverai pas en fait. Eh bien, c'est une manière subtile pour certains d'entre nous d'exister ou d'attirer des relations, notamment le sauveur ou le persécuteur. Donc la victime, c'est cette partie de nous qui pense que les choses ne peuvent pas changer. Le sauveur, eh bien, ne se contente pas d'aider. Il va projeter sur l'autre de la faiblesse, une problématique. Il va presque rechercher inconsciemment des victimes et il va décider de les aider. Et si vous regardez bien, la victime est loin de demander toujours de l'aide. Donc, le sauveur projette de la faiblesse sur l'autre et il va vouloir retirer un avantage, une valeur personnelle de cette aide. Et donc, il est toujours frustré, il est jamais content. Tu vois pas tout ce que j'ai fait pour toi? Ah, c'est fou quand même, non? Ça fait des années que je t'aide. Donc vraiment, la problématique, c'est que sous stress, le sauveur attend quelque chose. Et puis, le persécuteur. Donc, il y a 1000 manières, et bien naturellement, de persécuter l'autre, ou une relation, ou une situation. Ça peut être avec des mots, avec un silence, avec des gestes, avec une absence. Et donc, nous avons tous une position première, on pourrait dire. Et cette position première va colorer notre existence. Donc connaître eh bien le triangle dramatique, connaître aussi son profil énéagramme peut vraiment nous aider puisque ça nous amène à un travail d'investigation. C'est-à-dire que l'énéagramme n'est pas un outil de développement personnel, c'est-à-dire c'est pas une étiquette qu'on vous colle dans le dos, on n'est pas 9, on n'est pas 6, on n'est pas 4. Bien sûr, on ne changera jamais de profil énéagramme, mais à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas réellement nous, c'est ce que l'on fait. C'est-à-dire, je ne suis pas 9, je fais du 9. Je ne suis pas 3, je fais du 3. Je ne suis pas 5, je fais du 5. Bien sûr, nous avons un caractère, et ce caractère, dans une certaine mesure, il ne s'agit pas de le changer, mais de le reconnaître, de reconnaître ce qui risque de se produire quand on est sous stress, et ça, c'est un des apports premiers de l'énéagramme, mais reconnaître simplement que lorsque je vais bien, lorsque je me sens bien, je ne suis pas 9, je ne suis pas 3, je ne suis pas 5. Donc on va redéfinir brièvement qu'est-ce que c'est que de faire du 9, faire du 3, faire du 5. On va rajouter aussi la notion du sous-type, puisque le sous-type peut être vu comme nos attentes profondes,
Et ça va beaucoup colorer notre action dans le monde, mais également comme un instinct. Commençons par le 9. Le 9, on le présente parfois comme le médiateur ou le pacificateur. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il règne une certaine forme d'harmonie. Sa peur fondamentale, c'est vraiment un point de départ quand on découvre l'énéagramme, c'est de travailler autour de la peur fondamentale. La peur fondamentale 9, c'est la peur de perdre sa paix intérieure. On pourrait dire d'être séparé de l'harmonie. Et c'est un être qui a tendance à unifier. Donc pour qu'il soit en paix, pour qu'il ne soit pas séparé de son harmonie, de sa paix intérieure, parce que c'est vraiment sa quête d'être en paix, eh bien il a besoin que tout ce qui est important autour de lui soit en paix. Donc ainsi, il a besoin, quelque part, que les êtres qui sont dans sa famille s'entendent. Voilà pourquoi il a tendance, sous stress, il a tendance à être un peu en sandwich entre des énergies différentes. Et il a cette capacité, effectivement, de les rassembler. Mais à quel prix? C'est-à-dire que le 9 a tendance à défendre une paix de surface, alors que parfois, le conflit, encore une fois, semble inévitable. Et que parfois, lorsqu'il y a du conflit, il y a quelque chose de positif à en retirer, potentiellement quelque chose à conscientiser, à comprendre. Donc le 9 recherche de la paix. On va pas développer en profondeur le profil 9. Il y a tellement de vidéos que vous allez retrouver en playlist si vous voulez approfondir la compréhension du mental 9. Le 9 recherche de la paix et donc il a peur justement s'il se démarque, s'il prend, on pourrait dire, sa juste place, eh bien de s'éloigner de cette paix. Donc il a dans une certaine mesure besoin que tout le monde avance au même rythme. J'ai toujours pris l'image de la caravane. Tout le monde est ensemble dans la caravane. On avance ensemble. Et si je commence à me démarquer en faisant un métier qui me plaît, qui me nourrit réellement, intérieurement, eh bien encore une fois, j'ai peur de m'éloigner de ma paix. Donc le 9, eh bien, a tendance naturellement à stabiliser. Si on prend l'exemple de la famille, eh bien, il est dans le centre instinctif. En effet, quand on est 8, 9 ou 1, eh bien, on pourrait considérer que c'est avant tout le territoire dont il est question, les limites, l'action. Donc, je défends un territoire, le territoire de la paix. Et je défends aussi des limites. En tout cas, je peux être appelé à les reconnaître. Le 3, c'est possible qu'il ne soit pas dans une caravane, mais qu'il soit peut-être en tête du peloton. En tout cas, c'est ce qu'il va rechercher, se démarquer. En tout cas, il va vouloir être premier, il va vouloir réussir. Et il va vouloir afficher cette réussite. Il va vouloir que cette réussite soit reconnue. Parce que si je vois que l'autre me voit, me reconnaît, alors j'existe. Il a tendance, le 3, à se confondre avec ses réussites. Donc j'ai besoin, encore une fois, d'exister à travers ce que je fais, à travers mes performances. Là, c'est un autre centre. On est dans le centre, on dit de l'image. Ce qui est important, c'est notamment la relation à l'autre, la relation à la vie, et on pourrait dire les sentiments aussi, d'être pris en compte, d'exister. On pourrait tout à fait concevoir, par exemple, un profil 3 qui serait sur les réseaux sociaux et qui pourrait vouloir performer à travers quelque chose qui serait visible par le plus grand nombre. Et ça irait jusqu'à la catastrophe, potentiellement. Donc reconnaître que le 3 a tendance à se couper totalement de ce qu'il ressent, à travers son élan 2, la blessure de rejet, à travers l'élan 4, blessure d'abandon. On va pas développer les ailes ici, mais simplement reconnaître que le 3 a tendance à foncer tête première, il veut se démarquer, il peut, encore une fois, fonctionner de manière un petit peu robotique. Il veut, rappelons-le, réussir et, quand il est sous stress, réussir est presque plus important que sa propre vie. Ça peut être un diplôme à décrocher, un trophée, une relation particulière. Encore une fois, cette notion de performance. La peur fondamentale, là, va être la peur d'être perçu comme un échec ou comme moins que rien. Et le 5. Donc le 5, la peur fondamentale, c'est la peur de ne pas avoir assez de ressources ou de compétences. C'est un intellectuel. Il a besoin de comprendre.
À quelque part, il a peur du monde. Et comme il a peur du monde extérieur, il veut justement se remplir de connaissances, de savoir, pour être compétent, pour avoir assez de ressources, et aussi pour pouvoir, on pourrait dire, fonctionner à l'économie. C'est-à-dire qu'il a peur, dans une certaine mesure, de se sentir envahi par l'environnement, par les attentes de l'environnement. Ça peut être des attentes réelles comme des attentes un peu imaginaires ou émotionnelles. Il peut vite avoir l'impression qu'il est un peu étouffé, qu'il n'a pas assez de temps pour réfléchir. Donc il a peur, justement, dans une certaine mesure, de perdre cet espace. Il a besoin de rester en observation du monde, notamment quand il est sous stress. Et il veut donc comprendre, se remplir de connaissances, d'avoir potentiellement assez de connaissances pour pouvoir enfin prendre sa juste place dans le monde. Et pourquoi pas exposer ses connaissances. Même si il peut à un moment donné faire de la rétention de qui il est, puisqu'il a tendance à se confondre avec ses connaissances. Donc, partager mes connaissances, ça serait m'appauvrir, et puis, à quelque part, ça serait sous-entendre que l'autre peut comprendre alors qu'il y a tout un cheminement de pensée, c'est-à-dire il y a telle connaissance qui m'a amené à me passionner pour tel sujet, qui fait que je ne saurais pas comment t'expliquer les choses en fait. Donc, toujours est-il, c'est que le 5 a tendance et a besoin de rester en retrait, d'avoir un espace personnel. Bien sûr, s'il est en sous-type tête-à-tête, puisqu'on va en parler, il y a un peu cette notion de confidence qui va rentrer en jeu, c'est-à-dire il va se confier à une personne en particulier. Et puis avec son aile en 6, bien sûr, il peut avoir des amis, il peut se lier aussi à des êtres qui partagent par exemple le même centre d'intérêt que lui, mais il a quand même, ça fait partie de son caractère, il a besoin d'espace. Alors on va regarder finalement, on va prendre l'exemple d'une famille, à quel point eh bien, l'énagramme peut nous aider à comprendre la position des uns et des autres, et surtout à quel point vouloir changer l'autre est voué systématiquement à l'échec. Un mot avant sur les sous-types. Donc il y a le sous-type tête-à-tête, social, et ce qu'on peut appeler survie, que j'ai tendance à appeler famille. Alors c'est vraiment, on pourrait dire encore une fois, des attentes profondes, un instinct. Quand on est en sous-type tête-à-tête, ce que l'on recherche, c'est de la profondeur. On recherche presque le sens de la vie, le sens de l'existence, et surtout, on veut que ça soit profond. Donc naturellement, pour approfondir un domaine en particulier, pour approfondir, pour le dire ainsi, la vie, on ne peut pas forcément se mettre à 10, 20, 30, 40, 50. On a besoin, on pourrait dire, de fusionner avec quelque chose. Ou en tout cas être très proche d'une personne en particulier. C'est pourquoi on donne cette notion de tête-à-tête. C'est souvent en tête-à-tête que l'on va pouvoir bien, trouver une saveur particulière, profonde, authentique. Lorsque l'on est en sous-type social, ce qui est important, c'est d'appartenir par exemple à des groupes, et on va dire aussi le rôle que l'on joue dans ces groupes. Le rôle du statut va rentrer en compte beaucoup plus que lorsque l'on est en sous-type tête-à-tête ou survie. Lorsque l'on est en sous-type survie, ce qui est important, c'est les choses concrètes de l'existence, donc tout ce qui touche notamment à l'alimentation, le fait de pouvoir se chauffer, la maison, le territoire. C'est pour ça que je rajoute parfois la notion de famille. Donc, on n'est pas forcément compétent dans notre sous-type. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis attiré par des relations tête-à-tête que je suis compétent ou forcément satisfait de toutes ces relations en tête-à-tête. Mais c'est des aspirations profondes. Et ainsi, on a tendance à reconnaître que chez l'immense majorité d'entre nous, il y a un sous-type principal qui est très important, un sous-type secondaire, et on pourrait dire un sous-type qui est réprimé. Alors réprimé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas développé, mais dans une certaine mesure, il n'a pas d'importance. Il ne nourrit pas la personne. Donc, allons-y pour ce cas concret. On va prendre l'exemple d'une famille où maman est 9, papa est 3,
et Erika, leur fille, est 5. Donc, papa est 3 et il est en sous-type tête-à-tête. Il a jeté, on pourrait dire, son dévolu sur sa fille et il veut que sa fille bien performe. Il veut le mieux pour sa fille et il pense, puisqu'on a tous pensé, c'est une étape quand on travaille sur soi, il pense que tout le monde voit la vie comme lui. Non, on ne vit pas dans le monde, mais dans l'interprétation de celui-ci. L'autre ne voit pas la vie comme moi et je ne pourrai pas changer mes enfants, ni mon conjoint, ni ma femme. Ça, c'est vraiment une étape. Et l'énéagramme nous permet de décortiquer en profondeur à quel point c'est vraiment impossible de changer l'autre. On peut bien sûr l'aider, le soutenir, l'éduquer dans une certaine mesure, même s'il est intéressant de se demander quel âge a Erika, parce qu'on devrait peut-être arrêter de vouloir éduquer un enfant qui a 25 ans. Mais c'est un autre sujet. Donc, c'est important de reconnaître ça. Reconnaître qu'Erika étant 5, elle a besoin d'espace. Elle a besoin d'espace et elle n'a pas forcément beaucoup d'énergie dans les jambes. On va pas parler des 3 centres en profondeur ici, mais si on pourrait dire la tête marche très bien chez Erika, on pourrait dire aussi le cœur, même si on reconnaît souvent le 5 comme un être qui ne va potentiellement jamais pleurer, c'est souvent des êtres qui sont très sensibles, même si vous ne le percevez pas. Et ce qu'il a besoin de travailler, le 5, pour harmoniser l'énéagramme en lui, notamment à travers son intégration en point 8, c'est notamment de nourrir les jambes. Mais on ne choisit pas du moment où on commence l'intégration. Voilà, je ferme cette parenthèse parce que sinon on va se perdre. Donc le papa d'Erika est 3 et veut emmener Erika faire une sortie de vélo. Mais Erika, c'est pas son univers. C'est pas son univers et surtout, elle n'est pas en sous-type tête-à-tête. Elle est en sous-type social. Ce qui est important pour elle, c'est de partager ses univers dont elle n'a pas parlé à ses parents, notamment à ses amis. Elle n'est pas attirée par le sport. Ça ne fait pas de sens pour elle d'aller faire une sortie de 130 km en vélo avec son père. C'est pas qu'elle n'aime pas son père, c'est qu'elle sent finalement que son père lui met la pression. C'est pour ça qu'on a pris un instant dans la première partie de la vidéo pour mettre en avant à quel point l'énéagramme définit des univers qui sont différents. Donc je ne peux pas demander à ma fille de faire une sortie de vélo de 130 km. Ça ne marche pas. La seule chose que pourrait sentir Erika, c'est de l'envahissement. Mon père me met encore la pression. Donc rappelons-le, le 3 veut éviter d'être sans valeur. Et comme le papa d'Erika est en sous-type tête-à-tête, eh bien pour lui, réussir, ça serait réussir à motiver son enfant. Et si je n'arrive pas à motiver mon enfant, j'échoue moi-même. Donc à un moment donné, comprendre que l'énéagramme dans un deuxième temps nous amène à de la compassion, comprendre que les choses sont d'une certaine manière et qu'on ne peut pas changer le cours des choses. On prend l'exemple d'une famille, mais c'est exactement le même cas dans une entreprise, où il serait intéressant peut-être de laisser les uns et les autres travailler à leur place. Donc Erika ne veut pas faire de vélo. Mais la tension monte dans une certaine mesure entre elle et son père. Et là, la maman d'Erika est donc 9, c'est le pacificateur, le médiateur, et donc elle a peur encore une fois que, il y ait un manque d'harmonie dans sa famille. Surtout que elle, pour l'exemple de notre vidéo, elle est en sous-type famille, survie, c'est-à-dire ce qui est très important, c'est justement que tout le monde s'entende. Je comprends pas pourquoi vous voulez partir tous les deux. Honnêtement, on est dimanche, on pourrait passer un moment en famille, tous les 3. Et là, dans une certaine mesure, pour des raisons différentes, eh bien, Erika et son père se disent « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici? On va s'ennuyer. C'est dimanche, faut qu'on profite. » Donc, reconnaître à quel point les attentes des uns et des autres sont différentes. Bien sûr que le 3 va jouer un rôle pacificateur et défendre encore une fois une paix de surface dans sa famille, mais parfois le conflit est inévitable et au lieu de défendre une paix qui n'est pas réelle, laisser son enfant et son mari s'exprimer. Comprendre qu'à quelque part, eh bien cette relation, elle est parfaite. Et quelque chose doit se dénouer. De comprendre que, eh bien, mon enfant est comme ça, mon mari ou ma femme est comme ça,
et que dans une certaine mesure, je n'ai qu'à l'accepter. Et la première étape, justement, à l'acceptation, pour beaucoup d'entre nous, c'est la compréhension. Donc, laisser tout simplement la vie être ce qu'elle doit être. Le 3 doit vivre cette frustration que sa fille ne veut pas aller faire du vélo. Et ainsi, il comprendra que cette frustration, eh bien, il va retrouver des sensations qui sont en lien avec sa propre enfance. Avoir l'impression, par exemple, qu'un parent me bloquait ou m'empêchait de faire quelque chose. Erika va conscientiser quand ça sera le bon moment que son père ne veut pas l'envahir. Que la seule chose qu'elle rejette profondément, c'est ses émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui est ressenti sous les épaules. Mais là encore, c'est tout un travail parce que le mécanisme premier de défense du 5, c'est l'isolation. Donc il a tendance à raconter une histoire sur les émotions qu'il ressent. C'est une manière pour lui de les isoler. Et le 9 finira par comprendre que à vouloir protéger une paix de surface, eh bien c'est son propre bien-être qui en est impacté. Voilà. Donc si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous avez la formation ou les formations en ligne que vous pouvez retrouver sur l'ennéagramtoutsimplement.com. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne si vous voulez travailler des émotions en particulier ou une difficulté relationnelle que vous avez. Vous pouvez vous déplacer au cabinet aussi, mais on n'est probablement pas dans la même région. Et puis, dans une certaine mesure, je continuerai à partager du contenu, puisque pour moi, ça devrait être un droit de naissance, tout simplement, que de connaître notamment la manière dont le mental filtre l'expérience. Peut-être, à bientôt. Au revoir.